La mère a laissé l'enfant jouer devant l'église et lorsqu'elle est revenue, sa fille avait déjà disparu. Les recherches ont duré près de 24 heures. Des photographies d'Alanis Maria ont été placardées sur les voitures, dans les rues et les avenues du Conjunto Seara, dans l'espoir de retrouver la fillette vivante. Mais vers 4 heures de l'après-midi hier, Alanis a été retrouvée morte. Sur les lieux du crime, il y avait encore la sandale et les vêtements de l'enfant. À côté d'eux, des vêtements qui seraient supposément ceux de l'assassin. Et les autres enfants qui étaient avec elle ne l'accompagnaient pas? Elle est restée seule? Elle est venue seule jusqu'à vous? Elle est venue seule. Je suis parti seul en courant. Vous avez appelé en offrant la popula et elle n'est pas venue vers vous? Non, elle est venue. Je suis allé voir parce qu'elle est venue. J'ai proposé. Qu'avez-vous dit? Que je voulais la popula. Alors on est monté. Elle est montée là-bas. Par une nuit de janvier 2010, la petite Alanis, âgée de seulement 5 ans, a disparu alors qu'elle jouait devant une église à Fortaleza, au Ceará. Ses parents assistaient à une messe, mais à la fin, ce qui aurait dû être un moment de foi et de reconnexion avec le Christ s'est transformé en un cauchemar qui a mobilisé toute la ville. Ce qui s'est ensuivi fut une recherche désespérée qui s'est terminée de la manière la plus tragique possible. Le corps de la fillette a été retrouvé dans les broussailles, portant de nombreux signes de violence. La communauté, choquée et révoltée, réclamait justice. L'enquête a désigné un suspect au passé sombre, plus connu sous le nom du maniaque du canal. Le mystère qui s'est déroulé a non seulement révélé la froideur de ce criminel, mais a également soulevé des questions sur les défaillances du système judiciaire, qui, à plusieurs reprises, a permis à cette personne d'être en liberté pour attaquer à nouveau. Aujourd'hui, vous allez découvrir l'affaire d'Alanis Maria Laurindo. Alanis Maria Laurindo de Oliveira est née en 2004 et n'avait que 5 ans lorsque cette affaire s'est produite. Elle était la fille d'Ana Patricia Pontes Laurindo et d'Aderton Silvagno de Oliveira, et la famille vivait à Fortaleza, dans le Ceará. Alanis était une enfant heureuse, pleine d'énergie, qui aimait jouer à la poupée, était très attachée à sa mère et l'accompagnait partout. La famille fréquentait l'église locale, l'Igreja Nossa Senhora da Conceição. Le quartier où se trouve l'église, bien qu'elle soit très animée, avec une école, des agences bancaires, des supérettes et un commissariat qui, d'ailleurs, a joué un rôle fondamental. Dans ce cas, cela n'a pas dissuadé l'action d'un criminel qui, pendant la célébration d'une messe, a été capable de enlever sournoisement la petite Alanis dans l'église. Le soir du 7 janvier 2010, Patricia, Aderton et Alanis sont allés à la messe, comme d'habitude. L'église est entourée de murs et de grilles, et, lorsque les parents emmenant les enfants là-bas, ils restaient pas dehors, jouant entre eux, pour ne pas faire de bruit à l'intérieur et ne pas déranger la messe. Par souci, Patricia demandait toujours à Alanis de jouer devant l'église, et non sur les côtés, car de là où elle était à l'intérieur, elle pouvait toujours garder un œil sur sa fille. Cependant, même si tout le monde pensait que les enfants étaient en sécurité, ils ne l'étaient pas, car le portail qui séparait l'extérieur de l'église de la rue, bien qu'il soit fermé, n'était jamais verrouillé. Et c'est à un certain moment, lorsque Patricia s'est retournée pour regarder sa fille, qu'elle a rapidement remarqué son absence. Elle s'est levée et est allée chercher la fillette autour de l'église, mais ne l'a trouvée nulle part. En demandant aux autres enfants présents s'ils avaient vu la fillette, l'un d'eux a dit qu'elle était partie avec un homme qui portait un maillot de football rouge et un jean. Il a suffi de cette information pour que Patricia sombre dans le désespoir total. Pendant que Dayrton et les autres cherchaient la fillette, Patricia s'est rendue au commissariat du quartier pour déposer plainte, et ils ont immédiatement commencé leur propre enquête. Mais malheureusement, pendant toute cette nuit et jusqu'à l'aube, Alanis n'a pas été retrouvée. Le lendemain, le 8 janvier, la famille a affiché des avis dans toute la ville et a poursuivi les recherches avec la police. Ce qui a fini par faire en sorte que l'affaire soit commentée par pratiquement tous les habitants de la région. Parallèlement, la police a parlé avec plusieurs personnes qui étaient à l'église, ainsi qu'avec les enfants qui jouaient train dehors.
Ils ont dit avoir vu l'homme debout là, près du portail, et qu'à un certain moment, il a commencé à parler avec Alanis, et ensuite ils sont partis ensemble. Ainsi, ils ont obtenu une description physique du suspect et ont réalisé un portrait robot. Ils ont également parlé avec des personnes de la région et c'est l'une d'elles qui a apporté une information fondamentale pour l'enquête. Une commerçante qui tenait un petit stand de snacks, non loin de l'église, a déclaré que la nuit où Alanis a disparu, elle avait vu un homme correspondant exactement au portrait robot et à la description des vêtements, accompagné d'une fillette entrée dans un fourré près de son lieu de travail. Elle a trouvé cela étrange, mais 5 ou 10 minutes plus tard, il est ressorti seul et s'est dirigé vers elle pour acheter un gâteau. Elle en a profité pour lui demander, d'un ton désinvolte, où était la fillette qu'elle avait vue entrer avec lui dans le fourré. Selon elle, cet homme n'a montré aucun signe de nervosité ou d'anxiété en répondant que la fillette était simplement sa nièce, qu'il l'avait emmenée là-bas pour la remettre à son père et qu'il était passé par là uniquement pour prendre un raccourci. Après cela, il a pris le gâteau, a payé et est parti. Immédiatement, la police a commencé à fouiller à l'intérieur de ce fourré et il n'a pas fallu longtemps pour qu'ils trouvent son corps, celui de la fillette. Les recherches ont duré presque 24 heures. Des photographies d'Alanis Maria étaient placardées sur les voitures, dans les rues et les avenues du Conjunto Seara, dans l'espoir de retrouver la fillette vivante. Mais vers 16 heures hier, Alanis a été retrouvée morte. Le corps d'Alanis a été retrouvé dans ce fourré ici, dans le quartier Antonio Bezerra, par une équipe de la DSCK et des policiers du 12e commissariat du Conjunto Ceara. La fillette était allongée sur le ventre, nue. Sur les lieux du crime, il y avait encore la sandale et les vêtements de l'enfant. À côté d'eux, des objets qui auraient appartenu à l'assassin. Alanis n'avait que 5 ans. Elle a disparu dans la nuit de jeudi pendant une messe à l'Igreja Matriz do Conjunto Ceara. La mère a laissé l'enfant jouer à l'extérieur de l'église et lorsqu'elle est revenue, sa fille avait déjà disparu. Lors des examens de la nécropsie, bien qu'il ait été identifié qu'Alanis avait subi des abus et avait un traumatisme crânien, la cause du décès a été attribuée à l'asphyxie. Patricia est entrée en désespoir lorsqu'elle a appris que le corps de sa fille avait été retrouvé. Elle a eu besoin de soins médicaux et de médicaments pour se calmer. Elle dit toujours ne pas se souvenir de ce qui s'est passé après avoir reçu la nouvelle. Le souvenir suivant qu'elle a, c'est d'être déjà à la veillée funèbre de sa fille. Tout ce qui s'est passé entre-temps est un trou noir dans son esprit. Au cours de l'enquête, la police a désigné un homme qui avait déjà été condamné pour abus et qui ressemblait au portrait robot établi. Ce suspect était Francisco Charles dos Santos Xavier. Lorsqu'il a été interpellé, il a évidemment déclaré qu'il était innocent, mais il a tout de même été conduit au commissariat pour faire une déposition. Pendant tout ce temps, il a nié être impliqué, mais après quelques heures, il a révélé qu'il pensait savoir qui était le véritable criminel. Cette personne serait son frère, Antonio Carlos dos Santos Xavier, qui avait également déjà été arrêté pour abus. Du fait que les deux se ressemblaient, il pensait que c'était la raison pour laquelle la police s'était méfiée de lui à partir du portrait robot. Et en même temps, il ne savait pas dire où se trouvait Antonio. Pendant que la police recherchait le nouveau suspect, ils l'ont maintenu en détention provisoire jusqu'à ce que les résultats des tests ADN soient disponibles. Le 12 janvier, 5 jours après le crime, une femme se trouvait dans un bus lorsqu'elle remarqua qu'un homme à l'intérieur ressemblait beaucoup au portrait robot, ce qui attira son attention. Elle a appelé son mari, lui a dit ce qu'elle pensait, qu'elle était dans le même bus que l'assassin d'Alanis en direction du terminal d'Eosiquera. Le mari a alors demandé à sa femme de garder discrètement un œil sur lui et de l'avertir si le suspect descendait à un arrêt, car il allait appeler la police immédiatement. Ce mari avait un ami policier. Ce policier, à son tour, a contacté la police municipale du terminal et, lorsque le bus est arrivé, la police était déjà à la station en train d'attendre qu'il descende. Le suspect a encore essayé de s'enfuir dans la foule, mais il a vite été capturé et emmené au commissariat. L'homme était en effet Antonio Xavier, 30 ans plus connu simplement sous le nom de Casine. Quelques jours après la découverte du corps de la petite Alanis, la police a arrêté le principal suspect du crime le 12 janvier 2010.
L'arrestation d'Antonio Carlos dos Santos Javier, connu sous le nom de Casine, a eu lieu au terminal do Siqueira. Nous avons ici des images du moment exact. L'émotion dans la ville a été si grande qu'avant même l'arrivée d'Antonio Carlos au siège de la police civile, au centre, la population manifestait déjà devant le bâtiment. Des policiers anti-émeutes ont formé un cordon de sécurité pour tenter d'empêcher l'invasion. Dès son arrivée au commissariat, il a avoué avoir enlevé Alanis, l'avoir sortie de l'église et l'avoir mise sur une moto avant de partir. Mais il a nié avoir abusé d'elle ou l'avoir tuée. Il a déclaré avoir agi sur ordre d'une autre personne, qui voulait réclamer une dette d'environ 15 000 réés à la famille, et que c'est probablement cette personne qui aurait abusé et ôté la vie de la fillette. Il a ajouté qu'il recevrait la somme de 5 000 réés et qu'il ne pouvait pas révéler l'identité de la personne qui l'avait engagé, car sinon sa petite amie pourrait en subir les conséquences. Quand tu es arrivé près d'Alanis, que lui as-tu dit ? Je mangeais juste du pop-corn, et quand je suis revenu, que j'ai tourné pour parler avec le gars, je suis resté dehors, à côté de l'église, qui est entourée, l'église est clôturée, je suis resté là, assis, enfin, pas vraiment assis, j'attendais là. Ce n'est pas elle qui est venue, c'est moi qui suis allé au stand de pop-corn. C'est elle ou toi qui a proposé ? Elle, le pop-corn, tu lui en as proposé ? Oui. À la fin, elle est venue, du côté où j'étais, du côté de l'avenue. Et les autres enfants qui étaient avec elle, elle ne les accompagnait pas, elle est restée seule, elle est venue seule vers toi. Elle y est allée seule. Je suis allé seul en courant. Tu as proposé du pop-corn, tu n'es pas allé jusqu'à elle ? Si, alors je suis parti parce qu'elle est venue. Je lui ai proposé. Tu lui as dit quoi ? J'ai juste dit que c'était du pop-corn. Allons-y, elle est montée par là. Mais qu'est-ce que tu lui as dit pour convaincre l'enfant de quitter l'endroit ? Non, j'ai seulement dit que ce pop-corn était prêt. Tu as appelé l'enfant pour aller où ? Jusqu'au pôle là-bas. Tu as dit qu'elle allait faire quoi au pôle ? Elle allait se promener là-bas. Tu lui as proposé autre chose que du pop-corn ? Non. Qu'est-ce que les gens ont vu à ce moment-là ? Seulement si c'était les gens du pôle où je suis monté, près du banc. Tu as l'habitude de fréquenter l'église ? J'y allais toujours, parfois. Tu y allais avec l'intention d'attraper un enfant ? Ah non. J'assistais simplement à la messe là-bas. Tu assistais aussi à la messe là-bas ? J'y assistais. Pas souvent, mais j'y assistais quand je passais par là. Ce jour-là, tu n'y es pas allé pour assister à la messe ? Non. Tu es allé chercher l'enfant ? Oui. Et quand tu es parti de là avec l'enfant, comment s'est passé ton trajet jusqu'à l'endroit où tu as emmené Lanza ? Comme je l'ai dit, déjà au saut, il y avait une personne qui donnait du soutien quand je suis passé au feu là. Je suis revenu du côté de Pagamenos, j'ai pris la moto avec moi, je suis descendu à la dernière vers l'église sur l'avenue et j'ai pris une popite. Avec qui es-tu parti à moto ? Tu y es allé ? Tu conduisais ? Oui. Et l'enfant devant. Tu l'as mise devant toi ? Oui. Et à qui est cette moto ? Moi non plus. Tu attendais un ordre de quelqu'un qui t'a dit que si tu emmenais l'enfant, ils allaient réclamer cet argent, c'est ça ? Oui, c'était un chantage. Combien était cette dette dont tu as parlé ? 15 000. Qui lui devait cet argent ? Les parents de l'enfant ? Un intermédiaire. Tu as dit que c'était un intermédiaire de la famille, n'est-ce pas ? Maintenant, enfin, non. C'est un oncle, c'est un parent, c'est... Combien de personnes te réclamaient cet argent et parlaient avec toi ? Mec, c'est juste un petit groupe de personnes, n'est-ce pas ? Combien t'ont-ils promis pour ça ? 5 000. Une dette de 15 000 qu'on leur devait ? C'est ça. Selon vous, l'ordre était, si on ne payait pas, alors vous tueriez l'enfant. C'est bien ce que vous dites ? C'est ça. Et pourquoi avez-vous emmené l'enfant dans la brousse et abusé sexuellement de l'enfant ? Le père n'y est pas allé, non. Qui était-ce ? Tu peux aussi dire non, ils sont dehors. Ma petite amie est encore en danger dehors. Et il y a quelqu'un d'autre dans la brousse ? Quelqu'un de chez vous ? Ils essaient de prendre le contrôle, oui. Era você e outra pessoa que você está dizendo. É. Você diz que não foi você que abusou da menina. Essa outra pessoa.
La police a fini par retrouver cette petite amie, mais la femme a dit qu'en réalité, elle avait déjà rompu avec lui depuis un certain temps, parce que Kazin était un homme abusif et violent avec elle. Ele mentiu até o nome dele. No dia que eu conheci ele, ele me disse que o nome dele era Anderson. Eu vim descobrir que o nome dele era Antônio Carlos. Car c'est une amie, aujourd'hui en couple avec une femme, qui a dit que son nom était Antonio Carlos car elle avait eu une relation avec lui avant. Et vous aviez eu plusieurs conflits à cause de ces mensonges? Exactement. Surtout le jour où j'ai découvert que son nom n'était pas Anderson, mais Carlos. Là, j'ai voulu rompre avec lui, mais il n'a pas accepté. Il a dit que si je n'étais pas à lui, je ne serais à personne. Il m'a tiré les cheveux, tu comprends? Il m'a déjà tiré les cheveux une fois, il m'a déjà donné un coup de pied une fois parce que j'ai dit que je ne voulais pas de lui. Je suis allée à l'église sans l'inviter car il n'était pas venu ce jour-là. Alors j'ai pensé, comment j'allais lui dire que j'allais à l'église si je ne l'avais pas vu, n'est-ce pas? Donc je suis allée à l'église le lendemain. Quand je suis arrivée, quand je suis revenue, il venait déjà me chercher. Mais il a vu la foule sortir. J'étais avec plein de gens. Il a dit, non, viens par ici, je veux te parler en privé. Je l'ai suivi. Arrivé au futuromestre, il m'a agressé, tiré les cheveux, donné un coup de pied et appelé par un autre nom. L'homme soupçonné d'avoir tué la petite Alanis, âgée de 5 ans, a commis des crimes similaires il y a 9 ans. Il a été arrêté, condamné, mais selon la justice, il s'est évadé de prison. Nous allons en direct à la direction générale de la police civile au centre de Fortaleza. Sabrina Guyard, bonsoir. L'homme arrêté est-il toujours là? Bonsoir, Cynthia. La police garde le secret sur l'affaire et ne divulgue pas cette information. L'homme accusé d'avoir tué Alanis Maria est Antonio Carlos Santos Xavier. Il a 30 ans et, selon la police, il a des antécédents criminels. L'arrestation a eu lieu ce matin au terminal do Siqueira, l'un des endroits les plus fréquentés de Fortaleza. Sur ordre du secrétaire à la sécurité publique, Roberto Monteiro, le détenu n'a pas été présenté aujourd'hui à la presse. Regardons maintenant des images prises de l'accusé. En janvier 2001, il a été arrêté cette année-là parce que, selon la police, il avait agressé 3 enfants, tous du même âge qu'Alanis. À l'époque, il a avoué les crimes. 10 ans plus tôt, le 31 décembre 2000, à l'âge de 20 ans, à 22h seulement, 2 heures avant le passage à la nouvelle année. Kazin a enlevé une fillette de 5 ans et l'a abandonnée dans un canal où elle a ensuite été retrouvée vivante par des habitants. Cela a fini par lui valoir le surnom de « le maniaque du canal ». En janvier, il a fait la même chose avec 2 autres fillettes. Janvier 2000, un arrêté. Sur les lieux des abus, mais vivante. Pour ces crimes, en janvier 2001, il a été arrêté. En janvier, avec l'accusation de crime, il n'est resté en prison que 7 ans. En 2008, il s'est tout simplement enfui lorsqu'il a commencé à purger sa peine en régime de semi-liberté. Il est sorti et n'est jamais revenu. Du fait que ces crimes de décembre 2000 et janvier 2001 ainsi que le crime contre Alanis en janvier 2010 soient très similaires, il est vraiment devenu un suspect potentiel. Et du fait que Kazin soit recherché par la police, il a été facile de le garder en détention pendant l'enquête. Des échantillons d'ADN ont également été prélevés et tout le monde a attendu les résultats. Pendant ce temps, une tante et une grand-mère d'Alanis ont apporté une information très intrigante à son sujet. Kazin s'était présenté à la veillée funèbre de la jeune fille pour lui dire un dernier adieu. La veillée funèbre ont été très mouvementées, car l'affaire avait attiré l'attention de la population. Des centaines de personnes étaient présentes au cimetière. Et à un moment précis, un homme s'est approché du cercueil au moins 3 fois, les mains sur la tête et semblant très désespéré, comme s'il était attristé par la perte de la jeune fille. Il agissait vraiment comme s'il était quelqu'un de proche d'elle, mais personne ne le connaissait. La première fois qu'il est entré, main sur la tête, il a attiré notre attention par son désespoir et nous savions qu'il n'était pas de la famille. Il est venu, il a regardé l'enfant, il est sorti, il est revenu encore, il passait comme s'il souffrait beaucoup avec les 2 mains sur la tête. Puis, la 3e fois, il n'est plus allé vers le corps, il est resté à côté, sur la chaise où nous étions assises, nous 3 membres de la famille. Alors, il a serré très fort le bras, comme ça la douleur est grande. Alors, on a dit, c'est la douleur.
La douleur est très grande. Le bras de qui? Le bras de ma nièce qui était assise à côté de moi. Il a serré et il a dit comme ça, la douleur est grande. On a répondu, oui, la douleur est très grande. Il est resté là à parler de plein de choses sans qu'on y prête attention. Il serrait fort son bras tandis qu'elle a serré ma jambe, n'est-ce pas? Alors j'ai appelé mon autre neveu qui était là, puis il a dit comme ça, qui est de la famille ici? Qui est ici de la famille? On a dit, ce garçon règle tout. Puis mon neveu est arrivé, l'a attrapé et est sorti avec lui. Et là dehors, il s'est souvenu, il lui a dit comme ça, écoute, je vais faire un grand spectacle la semaine prochaine, juste derrière à la Cobale, et je veux toute la famille sur scène parce que ça va être un très grand spectacle. On n'y a pas prêté attention pensant que c'était un ivrogne à cause de l'odeur d'alcool. Mais aujourd'hui, quand j'ai vu dans le reportage une petite photo prise par un journaliste, comme ça, sur un téléphone portable, j'ai dit, regarde, la première chose que j'ai reconnue, je n'ai aucun doute, je n'ai pas peur de me tromper. Je suis sûre que c'était lui, ce même jeune homme. Même si lui, il pouvait probablement être un ivrogne ou un homme drogué qui ne savait peut-être même pas exactement ce qu'il faisait là. À cause de l'inconfort qu'il causait aux membres de la famille, certaines personnes l'ont discrètement fait sortir des lieux. Mais récemment, avec l'arrestation de Kazine, la tante d'Alanis et sa grand-mère l'ont reconnu comme étant cet homme près du cercueil. Quand j'ai vu, j'ai dit « Mon Dieu, cet homme !» Puis ma sœur était au travail, elle m'a appelé en pleurant. « Tu vois qui c'est qui est là ?» Et cet homme qui s'est penché près de nous, dont j'ai dit qu'il me faisait me sentir bien. « Tu n'as aucun doute que c'est lui ?» « Non, je n'ai aucun doute, ma sœur n'a aucun doute, ma nièce non plus n'a aucun doute. » Le meurtrier était à la veillée funèbre. Le meurtrier était à la veillée funèbre, il nous a parlé et c'était sûrement lui. C'est effrayant et même bizarre de savoir que l'homme qui a commis toute cette cruauté envers la jeune fille a encore eu le culot de se présenter à sa veillée funèbre pour faire preuve de compassion. Dès que les résultats des tests ADN sont sortis, il a été prouvé que l'ADN de Francisco était incompatible, mais celui de Kazine était positif. Maintenant, n'ayant plus aucun moyen de nier être l'auteur du crime, il a décidé d'avouer comment tout s'est passé. Selon Kazine, il passait devant l'église lorsqu'il a vu les enfants jouer et Alanis complètement seule. Il s'est approché d'elle de l'autre côté du portail et lui a demandé si elle ne voulait pas venir avec lui acheter du pop-corn. La petite fille, avec toute l'innocence du monde, a dit oui. Il a alors ouvert le portail, lui a pris la main et ils sont partis ensemble. Il l'a installée sur la moto et, pour éviter qu'elle ne crie ou n'attire l'attention des autres, il n'arrêtait pas de lui parler, discutant de ce qu'il allait lui acheter, comme du pop-corn, des frites et des sodas. En arrivant dans le fourré, il l'a attaquée puis est parti, sans savoir qu'elle n'était plus en vie. Le procès a eu lieu cette même année, en août 2010, et de nombreux citoyens se sont rendus au tribunal pour suivre de près le déroulement des audiences. Le public qui assistait au procès n'a pas pu cacher sa révolte. Ce vieil homme a dû recevoir la fête pendant ce temps. Des policiers militaires renforcèrent la sécurité dans l'enceinte du forum Clovis Bevilacqua. La population reste silencieuse. La population reste silencieuse. Pour qu'on lui coupe le cou. Bien qu'Antonio Carlos Serreux ait avoué, la défense a utilisé la thèse de la semi-imputabilité, alléguant que l'accusé est un psychopathe. Si l'argument est accepté, il peut voir sa peine réduite. Ce que la défense pense, c'est que s'il est envoyé en traitement, c'est une peine à perpétuité. Parce qu'une fois qu'il arrive à l'asile, seuls les médecins peuvent le libérer. Il peut y rester 3, 6, 10 ou 20 ans. Si le médecin le juge apte, il le libère. Sinon, il y reste jusqu'à la fin de sa vie. À la fin, Kazim a été reconnu coupable d'homicide avec 3 circonstances aggravantes, de viol sur personnes vulnérables et de dissimulation de cadavres. Et il a été condamné à 31 ans et 8 mois de prison. Comme Kassim aurait dû être en prison au moment où le crime contre Alanis a eu lieu, la famille a intenté un procès contre l'État, affirmant qu'ils étaient les co-responsables du manque de sécurité de la jeune fille. Au final, la famille a eu gain de cause dans le procès et a reçu une indemnisation.
De plus, une avenue située sur le côté gauche de l'église, d'où la jeune fille a été enlevée, a officiellement reçu son nom, avenue Alanis Maria Laurando de Oliveira. En mai 2012, puis en 2016, des agents pénitentiaires de plusieurs prisons du Ceará se sont mis en grève. Et à cause de cela, les visites aux détenus, en particulier les visites intimes, ont été suspendues pour une durée indéterminée. À la suite de cela, une série de rébellions a éclaté dans plusieurs prisons. 8 établissements pénitentiaires se sont révoltés, y compris la prison où se trouvait Kassim. Au final, plusieurs prisonniers ont réussi à s'évader. Avant même que l'information officielle ne sorte, pour savoir si Kassim avait réussi à s'échapper ou non, la population était déjà dans les rues, prête à se faire justice elle-même. Et c'est pendant cette période qu'un homme a été confondu avec lui. Manuel Messias Feitosa était un homme de 36 ans qui se trouvait près d'un centre commercial lorsqu'il a été confondu. Certains agresseurs ont commencé à le frapper, mais il a réussi à être sauvé par la police qui avait été appelée. Et en arrivant sur place, ils ont clairement indiqué que cet homme n'était pas Kassim. Quelques heures plus tard, la police a de nouveau été appelée après des signalements indiquant qu'une autre personne avait été reconnue comme Kassim. La population a lynché l'homme qui, cette fois, n'a pas survécu. À leur arrivée sur les lieux, il a été constaté que l'homme était à nouveau Manuel Messias Feitosa. Un fait curieux est que, bien que Manuel n'ait aucun lien avec l'affaire d'Alanis, il était un ancien détenu, déjà en liberté après avoir purgé une peine pour abus sur une autre fillette. Au final, ce qui s'est réellement passé avec Kassim reste incertain. Certaines sources disent qu'il est toujours en fuite, d'autres affirment qu'il est décédé lors des émeutes, et d'autres encore disent simplement qu'il reste incarcéré. Le 7 janvier 2020, 10 ans après le crime, une messe a été célébrée en mémoire de la fillette. Dans un reportage pour le portail G1 Patricia, la mère d'Alanis, a déclaré le message suivant. « J'ai eu 2 enfants depuis sa mort et je pensais qu'en redevenant mère, le vide pourrait être comblé et que la douleur passerait, mais non. J'ai compris que chaque enfant a une place spéciale en toi. Je vois en mes 2 enfants une nouvelle façon d'aborder la vie, une raison de vivre, mais le manque et le vide que je ressens pour Alanis seront éternels. La perte d'un enfant est quelque chose que l'on ne surmonte jamais. J'ai Dieu dans ma vie et il me donne la force d'aller de l'avant, mais le manque que je ressens pour elle ne disparaîtra que lorsque je mourrai.